Merci d'être avec nous pour ce webinaire qui a pour but de présenter les coulisses de l'UFR STAPS Dijon-Le Creusot de 1966 à 2022. Je suis Mélanie Louvel, je serai votre présentatrice pour cette première partie d'émission. Lucille Tison et Thibaut Touchard seront avec moi également pour m'accompagner en tant que présentateur. Nous avons le plaisir d'accueillir Christiane Bulot qui nous accompagnera en distanciel, Bernard Meurger, ancien directeur de l'UFR STAPS de 1999 à 2009, et enfin François Wekerle, directeur adjoint depuis 2013. Merci à vous d'être ici. Avec plaisir. Dans un premier temps, nous échangerons donc sur l'évolution des structures de l'UFR, puis sur les formations des enseignants et des nouvelles formations qui ont pu venir au fil des ans. Puis Lucille interviendra sur les différents acteurs en lien avec l'UFR et les laboratoires de recherche présents au sein de l'UFR. Et enfin, Thibaut vous présentera le CEP et le PEPS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat présent sur Zoom et nous n'hésiterons pas à y répondre. Pour illustrer donc cette première partie qui interviendra sur l'évolution des structures, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Comme vous avez pu le voir, cette vidéo présentait les différents bâtiments présents à l'UFR ainsi que la structure des bâtiments d'enseignement. On va pouvoir voir maintenant une première photo qui date de 1966. Donc sur cette photo, nous pouvons voir donc les plans du premier bloc d'enseignement. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être monsieur Meurger ou encore monsieur Becquerlé sur ce premier sur ce premier plan, du voilà. coup, dessus, nous pouvons regarder qu'il y avait une piscine qui était présente à l'UFR STAPS il y a quelques années, donc avant que ça devienne l'IREPS. Est-ce que vous avez connu un petit peu cette transition avec la piscine qui était présente à l'UFR ou pas trop, ou elle a été déconstruite avant votre arrivée? Moi, j'ai pas connu, j'ai connu aucun bâtiment puisque moi, je suis arrivé en 1972 après avoir fait une année de préparation, l'année préparatoire. Hein. Et donc, j'ai fait ma deuxième, troisième et quatrième année, mais on va dire sans locaux. Sans locaux, c'est-à-dire qu'on fonctionnait avec une salle préfabriquée qui se situait pas très loin de Chenauve, rue du Volnay. D'accord. Il y avait un petit cagibi pour une secrétaire qui faisait tout le secrétariat de l'UFR STAPS à ce moment-là. Et quand on était à l'université, on allait en cours selon les années. Il y a eu des années où ça se faisait en amphi de médecine. Il y a eu des années où ça se faisait en amphi droit-lettres. Voilà, et donc on se baladait. On se baladait beaucoup et on n'avait pas du tout de bâtiment, pas de structure d'accueil, rien du tout. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai terminé mes études en 75. Et donc, c'est l'année suivante que le premier bâtiment a été mis en service.
sous l'autorité du directeur de l'époque qui s'appelait Bernard Santona. Et du coup, le premier directeur était donc un médecin, c'est bien ça? L'UFR était dirigé par un personnel, du coup, un diplômé d'études de médecine pour pouvoir justement dispenser les cours? Oui, il y avait une double direction, je dirais. Il y avait un directeur qui était Bernard Santona, déjà avant la construction des bâtiments, hein. Moi, je l'ai eu comme directeur en tant qu'étudiant, mais on avait aussi un président parce que les STAPS intégraient l'université et donc on leur faisait pas totalement confiance aux STAPS. Donc il fallait leur mettre un président universitaire, prof d'université, puisque faut rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de filière universitaire en STAPS. Oui, on reviendra tout à l'heure Et donc, sur les pas formations. d'enseignants-chercheurs, pas de profs d'université, etc. C'est venu beaucoup plus tard. D'accord, merci. Et du coup, on peut passer à la deuxième photo avec l'évolution des stades, la création des stades d'athlétisme que maintenant on peut avoir et où se déroule actuellement une compétition UNSS. Et du coup, par rapport à ces différentes structures sportives, vous n'aviez, enfin, du coup, ils étaient mis en place, mais vous n'aviez toujours pas à ce moment-là d'endroit pour faire des cours. Mais du coup, c'était un peu peut-être le coin de rendez-vous, ces infrastructures. C'était surtout le coin où on pratiquait. Et effectivement, on a fait beaucoup d'athlétisme dans la halle quand elle a été construite. On est en quelle année là? La halle d'athlétisme, on est en quelle année? C'est en 73, c'est ça. 73. 73, ça 73. commence à être installé et puis les stades continuent de se créer. Voilà. Du coup, comme on a pu le voir, du coup, sur la troisième image, passons à la troisième image, dont le plan date de 1975. Là, du coup, on a la première extension, comme on en a parlé tout à l'heure, ce qui donne du coup sur la prochaine image, évidemment, dont les plans datent de 2003, mais dont la deuxième aile, donc ça concerne la deuxième aile de ce bâtiment, qui a été donc construit en 2005. Est-ce que du coup, comment vous étiez à ce moment-là mandat en tant que président ici? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont déroulées cette travaux évolution? Alors, pour la première extension, moi, j'étais pas directeur, hein, c'était Jacques Van Hoek qui était directeur et qui a donc obtenu de l'université les fonds nécessaires pour faire cette première extension. Donc, il l'a mené à bien. Ça a été une bonne bouffée d'oxygène pour nous parce qu'on avait besoin de salles. Le nombre d'étudiants augmentait d'année en année. Hein, c'est ça aussi les STAPS. Hein, c'est une grosse augmentation des étudiants depuis ces années-là. Hein. Avant 75, on devait être une antenne par promo, même pas. En fait, de l'extension, enfin de la construction de 76 jusqu'à l'extension de 2005, le seul amphi qu'il y avait en STAPS, c'était l'amphi Santona. L'amphi Santona. Donc moi, quand j'ai été étudiant ici de 90 à 94, on avait tous nos cours de CM et ils étaient dans l'amphi Santona. Et donc l'extension 2005, en fait, ça donne du souffle à l'UFR STAPS parce que c'est la création d'un grand amphi sur place. Et du coup, ça répond 98, aussi. Pas 2005. 98, pardon. Ouais. Ça répond à l'augmentation des effectifs parce que ça devenait étriqué. Sur Santona, on le voit bien aujourd'hui, les promos actuellement, avant Santona, on est un peu resserré. Hein. Ça, même les premières années, du coup, ne tiennent même pas dans l'amphi. Donc moi, en tant qu'étudiant ici, j'ai connu que l'aile 76, que la construction 76. D'accord. Et ensuite, 98 et 2005, ça a évolué. Ça a continué. Ouais. Les tranches de travaux se sont implémentées au fil des années pour donner aujourd'hui la version définitive qu'on connaît en 2022. Ouais. D'accord. Alors c'est sûr que c'était une nécessité, mais encore faut-il obtenir les crédits pour construire. Hein. Et on
les a obtenus à 2 reprises, donc, et à pas beaucoup d'années d'intervalle, puisque 98 et puis 2005, on avait à nouveau Bien sûr. la deuxième La extension. deuxième tranche, Et ouais. cette deuxième extension, pour l'anecdote, on l'a presque fait 2 fois, C'est ça. parce que on l'a confié à un architecte, bien sûr, et l'architecte a sorti son projet. Le projet a été adopté par le conseil d'administration et de l'UFR et de l'université. Et puis quand il a été adopté, eh bien, on s'est aperçu qu'il dépassait très largement L'enveloppe. le budget et l'enveloppe. Donc, il fallait repartir à zéro avec un autre architecte, etc. Et hop, rebelote. Voilà. Donc, on a quand même fait le deuxième projet. Et puis, là, on était dans les clous. On avait aussi souhaité gérer la masse financière de cette deuxième extension. Et on a bien fait. On a bien fait parce que du même coup, ça nous a permis et de faire l'extension et de faire quelques économies pour rénover l'ancienne partie du bâtiment initial de 76, avec en particulier la première cafette qu'on a transformée en salle de réunion, mini amphi qu'on a appelé salle visioconférence au départ. Et ça, c'était quand même intéressant. Et puis, on a tout refait, les anciens bureaux de la FFSU, il devait y avoir encore, je ne sais plus quelle structure qui était là, avant d'aller dans la maison des sports. Et donc, on les a rénovés et on en a fait des bureaux administratifs pour les STAPS. D'accord. Puis les derniers travaux là qui sont en cours, alors Bernard est maintenant retraité, mais moi je peux vous l'annoncer, en fait sur l'aile 76, pendant l'été, il va y avoir une grosse partie de rénovation. Ils vont changer toutes les huisseries qui sont d'origine de 76, donc ils vont changer toutes les fenêtres du bâtiment 76. Là, il y a un montant de 500 000 euros de rénovation du bâtiment 76 qui va être déployé. Voilà. Et des modifications de la cafétéria sont attendues également ou pas? Alors ça, je sais pas. Non. Je sais pas actuellement sur l'accueil du point chaud, je sais pas où ça en est. Simplement peut-être pour terminer sur les installations, pour vous dire que sur l'UFR STAPS, globalement, en termes d'équipement sportif, on est sur un des plus beaux UFR de France, parce que dans un rayon de 500 mètres, on pratique toutes les activités physiques et sportives, ce qui est loin d'être le cas des autres STAPS de France. À l'heure actuelle, il nous manque 2 équipements majeurs sur le campus autour de l'UFR STAPS, c'est la piscine. Et puis peut-être un mur d'escalade qui a été un peu une arlésienne pendant quelques années. On était sur un projet qui n'a jamais vu le jour, mais quand même très satisfaisant en termes de conditions de pratique et de confort. Encore pour que les la étudiants. piscine n'est pas loin et le mur d'escalade non plus. Bien sûr. Totalement. Voilà. Surtout avec l'arrivée du tram, ça nous a encore rapproché des installations. Et c'est d'un confort absolu pour les étudiants et les profs. Et du coup, on peut passer à la 6e photo qui reprend un petit peu là on voit le Duc et puis juste après on va voir l'ensemble de l'UFR STAPS, donc avec les nouvelles ailes qui ont été créées depuis. Donc pour la prochaine photo, du coup, les différentes structures. Voilà, donc là on reprend un petit peu les différents bâtiments avec les dates qui ont été annoncées. Donc voilà, on voit qu'il y a eu un bon changement, un gros changement. Et puis pour avoir fait des visites sur les autres UFR STAPS, c'est vrai qu'on a quand même des équipements vraiment merveilleux et fonctionnels. Donc ça, c'est plutôt agréable à souligner. Et ce qui est aussi, si je peux rebondir aussi, c'est que tout est à proximité, tout est sur le campus. Beaucoup d'UFR STAPS ont des infrastructures, mais ils doivent... il y en a, ils sont à 10 minutes, ils doivent se rendre quelque part. Ici, c'est vrai qu'on a la chance de tout avoir sur le campus. On a vraiment tout à proximité. On sort des cours, on arrive direct à l'infrastructure. Et ça, c'est vraiment une chance. Peut-être toi, Christiane, qui est en direct de ton ordinateur, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'évolution du STAPS, comment toi tu l'as vécu, vu qu'au final, tu es quand même un petit peu la maman de l'UFR. Tu étais là quasiment à la création de l'UFR et tu es partie il y a quelques années, mais
as bien connu cette évolution-là. Est-ce que tu souhaites prendre la parole sur ce sujet? On te laisse le micro. C'est surtout la seule qui y a habité. C'est ça, c'est ça. Salut Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors, je voulais quand même préciser qu'en 66, moi, j'étais pas là. Hein. Oui. 76. Voilà, moi, je suis arrivée avec le bâtiment initial de 76. Où on a eu effectivement l'appartement. C'est Bernard Santona qui était à l'époque président du Duc Attelé et qui voulait quelqu'un qui ait la chance d'habiter sur le campus et pour pouvoir s'entraîner. Et c'est comme ça qu'il a proposé le poste à Alain et à moi-même, ainsi qu'à d'autres personnes qui ont refusé. Et du coup, nous, on a accepté. Et c'est comme ça qu'on en est parti 43 ans après. Voilà. Et évidemment, on a connu une évolution à tout point de vue, que ce soit le nombre d'étudiants, que ce soit la superficie des locaux, que ce soit le nombre de profs, que ce soit les personnels. Voilà, je ne sais pas bien quoi vous dire de plus. Et du coup, toi, cette évolution, comment les étudiants l'ont perçue? Est-ce que tu as vu un réel épanouissement quand les terrains se sont construits à côté du STAPS? Est-ce que tu as peut-être vu une simplicité dans la réservation des salles ou l'aménagement des cours, vu que tu étais quand même responsable un petit peu de ça au niveau de toute cette gestion-là? Alors, j'ai surtout remarqué que les étudiants qui arrivaient à la rentrée 76, enfin, non, en janvier 77, parce qu'en fait, nous, on est arrivés au 1er novembre 76, mais les premiers étudiants sont arrivés après les vacances de Noël, au 1er janvier 77. Et là, ils sortaient de locaux comme ceux que Bernard a décrits, et ils étaient émerveillés de voir ce qu'on mettait à leur disposition. Après, en ce qui concerne les installations du campus, oui, je pense que tous les étudiants, j'ai toujours entendu les étudiants dire que tout ce qu'il y avait autour, c'était vraiment une chance pour eux, que ceux qui connaissaient les autres UFR étaient moins chanceux et qu'effectivement, on avait un beau campus et des belles installations sportives à proximité du UFR STAPS. Eh ben, écoute, on te remercie. Si jamais tu veux interagir durant cette conférence, tu peux. N'hésite pas à prendre la main sur le micro ou à nous écrire dans le chat. Voilà, il n'y a aucun souci. Et puis pareil, si les participants, vous avez des questions, n'hésitez pas. Vas-y, je te laisse la parole. Moi, je crois qu'il faut, pour rebondir sur ce que vient de dire Christiane, faut insister sur le fait que avoir quelqu'un qui habitait sur place, ça a été une chance extraordinaire pour notre UFR. Et on a pu conserver des locaux dans un état exceptionnel. Quand on voit d'autres locaux, je ne citerai pas de bâtiments, mais il y a des locaux qui sont sérieusement dégradés. Ouais. Et nous, on a eu cette chance et on a eu peur quand Christiane est partie. Il y avait eu des bruits comme quoi il supprimait le logement de fonction et puis finalement, ça a été reconduit. Et donc, c'est une excellente chose, ça, vraiment. Oui, bien sûr. On mesure quand même la chance qu'on peut avoir. Et puis même maintenant, les locaux sont toujours très bien entretenus. Il y a des nouveaux équipements aussi qui sont mis à disposition des étudiants. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial dans l'évolution des infrastructures et du matériau. Voilà. Enfin, on va pouvoir passer du coup à la dernière photo. Et je pense que Bernard Murger pourra nous en dire un petit peu plus. C'est la maquette du bateau. Alors, Celui qui n'a pas vu le jour. voilà, exactement. Ben voilà, c'est celui qui coûtait beaucoup trop cher par rapport à l'enveloppe, mais effectivement, Il était beau. c'était joli, hein. C'était joli. Bon, on a fait plus simple et aussi fonctionnel, donc voilà. Mais enfin, ça a été un petit peu du temps perdu, voilà.
Les architectes, hein, C'est le en problème des général, architectes, quoi. voilà, On ils leur donne une dépassent, ils enveloppe, dépassent l'enveloppe ils font un projet, mais là, c'était vraiment, ça dépassait, largement. Largement. oui, Ouais. Très très bien. largement. D'accord. Nous allons donc passer sur le contenu des formations à l'UFR STAPS. Oui. Alors l'objectif là, ce n'est pas le contenu des formations, c'est vraiment de savoir quand a été créées les différentes formations, dans quel but. Lucille, si tu peux. Oui, c'est ça. Vous, du coup, François Descarlet, vous avez bien connu la période en tant qu'étudiant où il y avait des bâtiments qui n'étaient pas encore construits. Et maintenant que vous êtes actuel directeur adjoint, du coup, vous avez vu cette continuité autant dans les infrastructures que dans les formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les besoins qu'il y a eu pour créer ces formations? Actuellement, on possède combien de formations au sein de l'UFR? Voilà, toutes ces choses-là. Ok. Alors, je pense que pour bien comprendre l'histoire, hein, sans faire un long développement sur les formations en STAPS, mais pour comprendre l'état actuel de la formation en STAPS, il faut faire un petit parallèle, un petit Ouais, retour rapide en arrière Bien sûr. historique pour commencer par comprendre que la formation universitaire en STAPS, elle est récente déjà. Mhm. Hein, donc, c'est l'intégration universitaire des STAPS, c'est les années 68-69, hein, quand les IREPS sont transformés en UREPS. C'est ça. Et avec une particularité qui va caractériser nos formations, ou du moins l'UFR STAPS et l'UREPS pendant longtemps, c'est le maintien de la sélection. Mhm. C'est-à-dire que suite aux événements de mai 68, hein, la France a fait le choix de ne pas rendre l'université sélective. Hein, tous les bacheliers devaient pouvoir accéder à l'université, sauf à l'UREPS. D'accord. Hein, l'UREPS a eu pendant longtemps un régime dérogatoire, hein, en raison de plusieurs facteurs, hein, notamment celui des installations sportives qui ne pouvaient pas accueillir, déjà elles n'étaient pas nombreuses et puis elles ne pouvaient pas accueillir un grand nombre de personnes, mais aussi le volume des débouchés probables, parce Ouais. qu'on n'y croyait pas beaucoup. D'accord. Et puis en dernier ressort, c'était la vérification des aptitudes physiques. D'accord. Hein, donc ce régime dérogatoire, il a été maintenu jusqu'en 1995. C'est-à-dire que moi, en tant qu'étudiant, j'ai subi le concours d'entrée. D'ailleurs, ce monsieur à côté m'a fait passer les épreuves Ok. avec talent. Vous en gardez de bons Ouais, souvenirs? bon souvenir, ils m'ont Ouais. pris. Donc, Confirme. Et alors? bon souvenir, ils m'ont pris. Je Donc, voilà, le concours d'entrée a été supprimé en 95 suite à un recours d'un étudiant, Ok. hein, qui a mis en œuvre que ce concours était illégal et qu'il a fait sauter le statut dérogatoire. D'accord. Et quelle était la position des enseignants à ce moment-là, Bernard Manger, quand le concours a sauté? Est-ce que vous avez eu certains échos ou... Euh, Parce que ça a chamboulé quand même pas mal de choses dans la vie d'un Ça a changé UFR beaucoup de choses. STAPS. Ouais. Alors, ça a changé bien sûr le nombre d'étudiants qui sont rentrés à l'UFR STAPS, c'est-à-dire que là, on a eu un nombre qui a explosé. Donc, il a fallu les accueillir, s'organiser pour les accueillir. On peut constater aussi, et je crois que François est d'accord avec ça, c'est que on y a perdu en termes de qualité des compétences physiques, Des qualités. de qualité physique des étudiants. D'accord. C'est-à-dire que, comme tout le monde pouvait rentrer, voilà quoi, il suffisait d'avoir eu le bac, de dire je veux faire STAPS, Mhm. et on pouvait rentrer. Mais c'est Et aussi, après, c'est à la fois peut-être un défaut, on pourrait dire, entre guillemets, une perte de qualité de cet aspect physique, on va dire, des Mhm. étudiants qui fréquentaient, mais c'est aussi une chance. Parce Mhm. que certains étudiants qui n'ont pas les qualités physiques nécessaires pour exercer de manière physique leur métier d'enseignant d'éducation physique ou d'entraîneur ont pu s'épanouir dans d'autres filières, Mhm. mais qui sont arrivés a posteriori. D'accord. Hein, et donc, du coup, c'est aussi une chance. Alors, pour revenir sur le déroulé un petit peu historique qu'on a commencé à brosser, hein, une fois que les UREPS sont apparus, donc à partir de 68, la mise en place universitaire va se faire progressivement. Et on arrive en 1975, avec la création du DUC STAPS. En 77, la licence, et en 82, la maîtrise. Puis ensuite, le DEA en 84, Bernard a pu en bénéficier parmi les premiers. Il a passé son diplôme d'études approfondies et enfin le doctorat en 85. Alors ici, on peut, pour comprendre un peu l'histoire, hein, des formations universitaires dans notre domaine STAPS, c'est de se poser la question pourquoi on a appelé ça un DUG STAPS et pas un DUG EPS.
parce que longtemps, l'UREPS formait les enseignants d'éducation physique. Depuis longtemps, cette discipline existe depuis 1880 à l'école. Et les STAPS, l'UREPS était fondamentalement attaché à la formation des enseignants d'EPS. Et pourtant, on a appelé ça un DUG STAPS en 75. Alors, pourquoi le choix de cet acronyme? Parce que en 75, l'université n'a pas du tout la vocation à être professionnalisante. Et du coup, appeler ça un DUG EPS, c'était trop rattaché à un statut professionnel. Les universités, c'est des lieux d'ouverture scientifique et culturelle, et il n'y avait aucune vocation professionnelle. Donc, ils n'ont pas voulu appeler ça un DUG EPS, et on a trouvé un acronyme STAPS beaucoup plus large, Sciences et techniques des activités physiques et sportives, pour que l'université puisse rayonner au titre scientifique et culturel. Ouais, et ça, du coup, ça a eu lieu sur tout le territoire national. Ah, ça, c'est national, ouais. ouais. Ça, c'est national. 75, 77, 83 pour la maîtrise, 85 pour le DEA et le doctorat. Donc du coup, voilà, ça c'est une terminologie qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'une licence STAPS. Le DUG STAPS n'est plus délivré en tant que diplôme à part entière, mais existe toujours. Mais le premier diplôme universitaire aujourd'hui, c'est la licence, STAPS officiellement. Et cette terminologie existe toujours. D'accord. Et les formations de base, du coup, c'était vraiment pour devenir... Comme je vous l'ai expliqué là dans ce retour rapide historique, c'était vous dire que fondamentalement, l'UREPS était lié à la formation des enseignants d'éducation physique. Donc jusque dans les années 85-90, c'était la seule formation qui avait lieu à l'UFR STAPS. On formait les enseignants d'éducation physique. Et à partir des années 90, on voit la filière entraînement et management se structurer. Ici, à Dijon, elle s'appelait la filière EMS. C'était entraînement et management du sport, pardon. Et ensuite, à partir des années 2000, avec l'augmentation, la disparition du concours, l'augmentation des effectifs, à partir des années 2000, va arriver de manière très massive un grand nombre d'étudiants, et donc va se justifier l'ouverture d'autres formations, qui sont les filières de management du sport spécifique, et qui sont les filières d'activité physique adaptée et santé, qui vont accueillir ce flot d'étudiants dont Bernard a parlé, qui sont de plus en plus nombreux et dont les chiffres ne cessent de croître aujourd'hui. Et la filière DUST, alors du coup, quel est le contexte de sa création? Alors, Bernard, tu peux peut-être en parler, puisque tu l'as vécu en tant que directeur. Oui, j'étais directeur à l'époque, et donc on voulait faire une filière courte, professionnalisante, et donc on voulait absolument créer un DUST. C'était pas simple parce qu'il y avait un gros dossier à monter. La première année, on s'est fait bouler par le ministère, et la deuxième année, on a été défendre notre dossier au ministère, et on l'a obtenu. Et à partir de là, le DUST s'est ouvert l'année suivante, c'est-à-dire vers 2002-2003, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Alors, il y a eu un gros coup d'accélérateur aussi pour l'histoire des formations en STAPS. C'est la loi sur le sport en 2004 qui reconnaît en fait la possibilité au diplôme universitaire, qui reconnaît les titulaires de ces diplômes comme capables d'encadrer contre rémunération et d'encadrer les activités physiques et sportives. Donc, c'est depuis 2004 que le DUST se justifie en tant que diplôme, parce qu'un titulaire de DUST peut animer, encadrer, comme un titulaire de la licence avec une carte professionnelle aujourd'hui. C'est depuis la loi de 2004 que finalement ces diplômes trouvent leur justification professionnelle. Alors dans ce que dit Bernard, c'était intéressant de rebondir aussi. Il a dit on voulait un diplôme professionnalisant. Alors il faut savoir que si au départ, en 1975, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'université n'était pas un lieu de formation professionnelle, aujourd'hui elle le devient de plus en plus. Donc aujourd'hui on voit bien avec les blocs de compétences, avec l'apparition de la formation continue. Bernard, ici présent, pourra nous en parler à travers de son DU qu'il porte depuis de nombreuses années. L'université a de plus en plus, au-delà de la formation scientifique et culturelle des étudiants, a aussi aujourd'hui des injonctions d'insertion professionnelle. Et donc, on a dû développer à la fois le DUST, mais aussi des licences professionnelles qui permettent en 3 ans d'intégrer le monde du travail. On en a 2 sur Dijon-le-Creusot, une sur la gestion des événements culturels et une sur le tourisme et le loisir sportif.
Hein, et donc, ces diplômes, ces formations ont des visées très, très professionnalisantes, hein, bien éloignées des premiers diplômes et des premières visées de l'université. D'accord. Et du coup, sur toutes ces évolutions-là, l'Université de Bourgogne vous a quand même accompagné dans l'évolution de l'UFR? C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, dans le fait de mettre en place des formations dites professionnalisantes. Alors, elle nous accompagne, je dirais oui et non, parce qu'elle nous encourage maintenant à le faire, parce que c'est une politique d'établissement. Mais le problème, c'est finalement le budget et l'enveloppe que donne l'université. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé, hein, quand Bernard a été directeur, mais encore après. En fait, l'enveloppe financière, c'est-à-dire le volume horaire qu'attribue l'université à l'UFR STAPS, souvent reste constant. Et dans cette constance, il faut créer de nouveaux diplômes. C'est-à-dire que pour créer un nouveau diplôme, il faut souvent déshabiller un peu les autres pour avoir le volume financier, le volume horaire nécessaire pour pouvoir créer le diplôme et la formation. Le dernier exemple en date, c'est l'ouverture de la licence management qu'on a menée à bien avec Lionel. On a dû, à un moment donné, reconsidérer l'offre globale pour pouvoir faire quelques économies et permettre aux étudiants de poursuivre dans cette filière management du sport. D'accord, ouais, On a bien fait de le faire, puisque regardez, aujourd'hui, vous êtes là à organiser des webinaires. Exactement. Alors, du coup, on vous laisse poursuivre si vous avez d'autres informations à nous dire sur les formations. Alors, aujourd'hui, on peut faire rapidement, hein, mais je vous invite à consulter le site de l'UFR STAPS de Dijon-le-Creusot et puis les plaquettes que vous pouvez trouver au sein de l'université. Aujourd'hui, donc, il y a la filière historique, hein, la filière éducation et motricité, c'est celle qui initialement formait les professeurs d'éducation physique. Très vite est venu se rajouter l'entraînement sportif, hein, qui s'appelle aujourd'hui en licence entraînement sportif et en master entraînement et optimisation de la performance sportive. On parle du master EOPS. Vous avez à côté de ça la filière APAS, hein, activité physique adaptée et santé, bien sûr jusqu'au doctorat. Vous avez le management du sport et puis vous avez le DOST avec un petit nouveau qui vient d'ouvrir cette année, le DOST Foot. Vous avez 2 licences pro. Et vous avez 5 DU qui viennent ici dans le cadre de la formation continue, hein, donc qui accueillent des personnes qui sont déjà formées, qui sont en emploi et qui viennent rechercher un complément de compétences. Hein, donc Bernard ici représente le DU coaching et préparation mentale. Hein, on en a 4 autres qui permettent de compléter notre offre et l'UFR STAPS de Dijon est la plus grosse UFR de France en termes de propositions, déjà de nombre de DU portés et surtout en termes de nombre de personnes accueillies dans les DU. Aujourd'hui, on est à peu près à 250 personnes qui fréquentent les 5 DU. C'est énorme. Et du coup, c'est un rayonnement pour l'UFR STAPS de diffuser dans le milieu professionnel et de continuer et de contribuer à la formation des personnes qui travaillent dans ces différents milieux. D'accord. On va compléter peut-être encore ce qu'a dit François. Faut pas oublier, mais je crois que vous allez en parler peut-être après. Faut pas oublier les thèses, donc le doctorat, etc. Et donc les labos. Pour aller au bout, il fallait des labos de recherche. Au début, il n'y en avait pas. Et puis, il y en a eu un premier, puis un deuxième, et puis voilà. Et puis, c'est dans ces labos que les étudiants qui font un cycle long comme ça travaillent et il faut bien les accueillir. Voilà. Mais je vous laisse en parler après. Très bien. On va du coup maintenant passer à de petites anecdotes. Donc, on va vous diffuser une petite vidéo avec quelques images. Christiane, c'est également pour toi. Ça peut évoquer quelques souvenirs. Alors, n'hésitez pas ensuite à prendre la parole. Voilà. Alors, est-ce que ces quelques images vous ont évoqué des choses? On a vu par exemple le t-shirt du raid de l'UB. Est-ce que vous avez des choses à dire dessus ou des souvenirs de formation qui ont pu avoir lieu par exemple en kayak dans la piscine? Le raid de l'U, le mieux, ça serait de demander ce qu'il en pense à Pascal Rozoy, c'est son créateur. Ouais. Et il le tient toujours.
Pour la dernière année. C'est ça. Pour la dernière année, Il puisqu'il est est 20 ans muté. qu'il Ouais, valide. ça va. Et voilà, espérons que ça continuera et que ça sera repris par un autre enseignant. C'est un gros boulot. Ouais. C'est un gros boulot et c'est une grosse réussite, quoi. Ah bah, c'est sûr. C'est une grosse réussite. Vraiment, c'est un succès chaque année, mais c'est un boulot considérable. Voilà. Qui a lieu d'ailleurs Et- ce samedi C'est ça. à Ouais, Dijon. en parallèle de la balade C'est ça. gourmande. En Ouais. parallèle de la balade gourmande, qui est un deuxième événement également, qui a eu un succès très rapide. Alors, moi, la réaction que j'ai par rapport au petit diaporama, c'est qu'il manque quand même un facteur identitaire du STAPS, c'est le fameux sac d'IMA. Hein, vous auriez pu le mettre Ouais. parce que celui-là, il a été quand même le marqueur identitaire de je ne sais combien de générations d'étudiants. Ouais. Hein, vous auriez pu le mettre à l'honneur dans votre diaporama, c'est peut-être un petit manque, mais Alors, est-ce que vous pouvez du coup expliquer, parce que certains peut-être ne connaissent pas? le sac d'IMA, Mhm. alors le sac d'IMA, vous savez, c'est le fameux sac rouge et bleu. Alors ce sac, il a une histoire. Hein, je fais de la pub en parallèle pour Dima, mais on appelle ça un sac d'IMA. Hein, et en fait, il est fabriqué avec les chutes des tapis de Ouais. perche et de gym que le fabricant n'utilise pas et fabrique ces sacs. Et donc les étudiants étaient en charge chaque année, un brillant étudiant dessinateur était en charge de faire le logo de l'année. C'est ça. Et puis, donc, on imprimait le logo sur ces sacs et voilà, ça permettait de nous identifier. Pour vous dire que c'est un marqueur identitaire, moi, j'ai encore le mien. Hein, c'est-à-dire que je suis entré en 90. On m'a offert un sac à mon entrée. Enfin, j'ai acheté un sac à l'époque à mon entrée à l'UFR en 90. Je l'ai encore. Ok. On a réédité une version collector pour les 50 ans il y a quelques années, Ouais. hein, le fameux anniversaire des 50 ans de l'UFR. Et voilà, donc c'est un marqueur identitaire. On se reconnaît dans la rue comme ça. Hein, c'est-à-dire que c'était assez marrant d'avoir cet élément un peu de D'appartenance. liaison et Ouais. d'appartenance entre étudiants. Ouais. Totalement. Et en arrivant sur le plateau, vous nous avez parlé un petit peu de l'intégration que vous avez vécu, du coup, même vous, François Beccaria, quand vous êtes arrivé au STAPS. Qu'est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire un petit peu? Alors l'intégration, hein, communément on appelait ça le bizutage. Hein. Vous savez qu'il a été interdit à cause de certaines dérives et de dérives assez graves, hein, puisque ça a conduit à des décès d'étudiants. Il a été interdit dans les années 2000, je ne sais plus exactement la date. Mais chez nous, ça a été divisé toujours en trois parties. Hein. Il y avait une partie où on nous surprenait, en fait, on nous prenait au piège, c'est-à-dire qu'il y avait un cours, un CM dans l'amphi Santona, et puis en fait, ce cours, très rapidement, on se rendait compte que c'était pas un cours. Le prof menait un truc, alors soit personne n'arrivait à suivre, soit personne ne comprenait rien. Et puis les portes se fermaient, les volets se fermaient, et puis là les L2 qui étaient en charge de l'organisation de la journée arrivaient et nous prenaient entre guillemets en otage pour un certain nombre d'épreuves plus ou moins heureuses. Je vous passerai les détails ici. On est à Mais l'antenne. toujours gentil quand Mais même. toujours gentil. C'est resté. Et donc ici on avait ensuite un parrain, une marraine qui nous prenait en charge et on partait ensuite sur un bisu sportif. Une intégration sportive où on nous faisait faire un certain nombre d'épreuves sportives. Alors ça, c'était sur les installations à côté de l'UFR. Et ça se terminait le soir par une fameuse soirée d'intégration. On appelait ça la tournée des canis à Dijon. Hein. Il fallait qu'on passe de bar en bar et on nous attendait de bar en bar pour trinquer un verre de l'amitié. Ça finissait souvent tard et dans un état pas toujours fatigué, on va dire. Fatigué. C'est un peu le marathon d'aujourd'hui. Mais c'était un peu, voilà, c'est un peu un marathon. D'accord. Et souvent, pendant de longues années, c'était l'occasion aussi de mélanger un peu les profs et les étudiants. Ouais, c'est ça. En dehors de l'option qui rapproche chaque prof d'option de ses étudiants optionnaires. C'est vrai que l'intégration, tous les profs participaient. Quoi. Ouais. Voilà. Et ici, c'est un autre vecteur, hein, puisque tu en parles, Bernard, c'est un autre vecteur identitaire du STAPS, parce que il faut savoir que ce passé historique vers l'éducation physique, en fait, l'origine du STAPS, c'est des profs d'éducation physique. Bernard était prof d'éducation physique, Japy, directeur, était prof d'éducation physique, Léman, c'était prof d'éducation physique. On a tous été à un moment donné profs d'éducation physique. Et cette tradition de l'éducation physique fait que le relationnel avec les étudiants a toujours été différent des autres facultés. C'est-à-dire qu'une identité STAPS, ce rapprochement étudiant-enseignant,
Moi, j'ai pas vécu dans d'autres universités que celle-là, hein, en tant qu'étudiant et en tant que prof, mais je le constate. C'est-à-dire que le lien qui existe entre les enseignants et les étudiants est un lien fort et continue à être un lien fort, malgré qu'aujourd'hui, on est 80 enseignants et plus de 2000 étudiants. Ce lien privilégié, alors bien sûr, il s'est un petit peu distendu parce que le nombre fait que ça se distend, mais ce lien existe toujours. Et donc ça, c'est quand même quelque chose aussi à signaler, qui est un petit peu, qui caractérise un peu à la fois les structures et à la fois les formations en STAPS. Du coup, nous avons beaucoup parlé de Dijon, mais qu'est-ce qu'il en est du coup du Creusot? Oui, bah, du coup, cette année, c'est la 30e année de la création du site Condorcet, donc l'antenne de l'UFR Stade Dijon-Le Creusot. Donc, c'est vrai que là, il y a différentes formations qui y sont dispensées. On a l'AL1, l'AL2, puis une licence professionnelle, c'est ça? C'est ça. Et puis un peu plus de 200 étudiants par année. C'est vrai que d'avoir un site délocalisé sur lequel il y a une formation stable, c'est aussi une grande chance et une opportunité pour la filière de se développer, c'est ça? Alors, ça, il faut reprendre un petit peu dans le mouvement national, hein, du développement des STAPS. Alors, on l'a expliqué tout à l'heure, en 95, fin du concours, explosion des effectifs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 49 structures STAPS en France. Et sur ces 49 structures STAPS, il y en a 29 qui sont autonomes, c'est-à-dire qui ont leur propre conseil d'administration. Les 20 autres, c'est des antennes. Donc nous, aujourd'hui, le Creusot, c'est une antenne. C'est un STAPS, c'est une annexe du STAPS de Dijon. Hein, c'est pas une structure autonome parce qu'ils n'ont pas de conseil d'administration propre. Et donc ces antennes délocalisées ont permis de suppléer le manque de possibilités d'encadrement des STAPS traditionnels, on va dire, et d'accueillir les étudiants au plus proche de leur lieu d'habitation. Donc c'est pas tellement un complément en termes de formation, c'est déjà un rôle d'éponge, hein, du nombre d'étudiants et du fait de pouvoir les accueillir sans contraintes financières trop importantes pour leurs parents, au plus près de leur lieu d'habitation. Surtout pour les premières années. Surtout pour les premières années, ouais. C'est ça. Ouais. Et du coup, juste avant de finir cette partie, Christiane, on a vu du coup les quelques images. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus et nous parler un petit peu des images que tu as vues ou d'autres souvenirs que tu as pu avoir un peu sur la vie étudiante ou la vie au sein de l'UFR, hormis le côté très administratif? Alors, par rapport aux images, à part le raid, ça se passait tout à l'extérieur, des épreuves sportives. Donc, moi, j'étais dans ma loge, donc j'étais pas dans les différents gymnases. Oui. À l'exception du raid, où j'ai tenu la buvette pendant toutes ces années. D'ailleurs, ça a arrêté en même temps que moi, parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Covid, ouais. Et là, ça va reprendre cette année. Mais je ne ferai pas la buvette parce que je vais faire la balade gourmande. Voilà. Et sinon, moi, j'aurais plutôt des anecdotes dans le bâtiment, en STAPS proprement dit, pas vraiment dans les gymnases, quoi. Tu peux nous en dire une là, Ouais. là du coup? Alors, je voulais rebondir sur ce que Bernard disait tout à l'heure par rapport à la partie qui est devenue la compta et les bureaux qui étaient là à l'époque. Il y avait donc le SUAPS qui était dans les bureaux où sont danseuses, GRS, Delphin, je crois, et aussi avec les filles. À côté, il y avait la FFSU et le bureau à côté, c'était le Duc, bureau du Duc, qui a été aussi à un moment dans une petite pièce à côté de l'ancienne cafette, qui est devenue maintenant la salle de réunion. Et il y avait également, là où il y a maintenant, alors je suis en train de réfléchir, à côté du bloc Sportco, il y avait un sauna. Alors je pense que certains s'en souviennent, enfin, certains Bernard s'en souvient certainement. Et je vous raconte une petite anecdote. Les étudiants allaient au sauna le soir, après les cours, souvent. Alors, souvent, quand je fermais le bâtiment, il fallait que j'aille les sortir du sauna parce que sinon, ils n'auraient pas pu sortir du bâtiment. Et puis, parfois, il y avait des qui étaient un petit peu rigolos. Ils le sont toujours parce qu'il y a notamment un prof qui est maintenant à l'UFR, mais je ne vous dirai pas son nom.
avec son frère, ils se poursuivaient dans les couloirs sortant du sauna, c'est-à-dire qu'ils étaient à Walpé, comme disent les jeunes. Voilà, donc c'était partie des anecdotes. On peut savoir. Voilà. Ouais. Sinon, j'en ai encore une autre petite, si je peux. Bien sûr. J'habitais donc sur place, comme on l'a dit. Et à l'époque, il n'y avait pas l'extension 98. Et il y avait donc une sonnette qui se trouvait pour sonner l'appartement. Et la sonnette a sonné à 3 heures du matin. Alors, j'étais toute seule parce qu'Alain n'était pas là, il était parti en déplacement avec la clé. Quand on est réveillé à 3 heures du matin par la sonnette, on se demande ce qui se passe. J'ai tout de suite pensé à mes enfants, mais il n'y a pas de problème. J'avais eu des nouvelles et tout se passait bien. Alors, j'ai fini par ouvrir la fenêtre qui donnait dehors. Et en bas, alors il y avait un clair de lune, mais je n'ai jamais reconnu l'étudiant. Je n'ai jamais su qui c'était. Mais l'étudiant, en fait, il venait chercher une planche à voile que son cousin lui avait laissée à la loge. Et je savais qu'il devait passer, mais on ne m'avait pas dit qu'il passerait à 3 heures du matin. Alors, quand je lui ai dit, mais tu vois l'heure qu'il est, il me dit, ah, mais ce n'est pas de ma faute, j'ai été pris dans les embouteillages, je n'ai pas pu arriver plus tôt. Donc, je ne suis pas descendue donner la planche à voile. Et la planche à voile, eh ben, elle n'est jamais partie du STAPS. Hein. Je n'ai jamais su qui c'était. J'ai un gros doute, mais je n'ai jamais su qui c'était. Je pense que Bernard, tu te doutes aussi de qui c'est. Non? T'es sûr? Ah oui, sûr. Assez, tu comprends? Sûr. Assez? J'étais même pas au courant de cette anecdote. C'est vrai? Non. Je suis presque sûre que c'est assez qui venait chercher sa planche. Il n'a pas osé me le dire, hein, de toute façon, mais… Moi, quand je lui ai demandé, il m'a dit non, mais avec un sourire, il voulait dire oui, quoi. Voilà. Encore la planche, Christiane? Comment? On l'a encore, la planche? La planche, certainement, oui, elle fait partie dans les sous-sols. On ira voir ça. STAPS, voilà. Et il y a eu également la petite anecdote du dinosaure que des étudiants du STAPS avaient récupéré lors d'une campagne publicitaire au moment de la sortie du film Jurassic Park. La chambre de commerce de Dijon avait installé sur différentes petites places des dinosaures, je ne sais pas les noms, assez grands en résine. Et un matin, en ouvrant le STAPS, j'en ai trouvé un devant le STAPS. Il n'y avait encore pas le bâtiment 98 à l'époque. Et ce qui était surtout trop drôle, c'est qu'habituellement, il n'y avait aucune voiture sur le parking. Et là, il y en avait juste une avec 3 gars qui étaient dedans, qui attendaient la réaction des autres quand ils allaient arriver et voir le dinosaure qui était devant le bâtiment, quoi. Voilà. Et c'est pareil, les 3 étudiants m'ont toujours dit que ce n'était pas eux, mais sur la 4L, il y avait la marque verte du dinosaure qu'ils avaient trimballé sur le toit pour venir depuis le centre de Dijon. Voilà, donc il y a des tas d'anecdotes comme ça. C'est celles-ci qui me sont revenues en premier, mais des très bons souvenirs. Et même dans le cadre des études, dans le cadre de la vie de tous les jours, la vie de la loge. C'était ma vie. Voilà, avec tous mes enfants. La plupart des profs de STAPS, enfin de PS, de sport, on va dire, qui sont actuellement, ont été étudiants, sont passés par l'UFR STAPS, l'UREPS à l'époque. François, hein, à côté de vous, plus pratiquement tous les autres qui sont là. Donc, je les ai d'abord connus étudiants et après, je les ai connus enseignants. Et puis après, j'ai connu leurs enfants. Quand ils ont été plus grands qu'ils en ont eu, c'est leurs enfants qui sont arrivés au STAPS. Alors, au début, j'étais du même âge que les étudiants. J'étais la copine. Je fais les sorties, les soirées STAPS. Et puis après, les années passant, je suis devenue la maman. Et puis pour les derniers, j'étais carrément la mamie du STAPS, quoi. Voilà. Hein. Voilà. En tout cas, il n'y a pas eu un jour où j'ai pas eu envie de descendre travailler, puisque l'appartement était au-dessus de la loge. Et ça a toujours été avec beaucoup de plaisir que je suis venue à la loge pour travailler. C'est pour ça que c'était si difficile d'en partir et que ça me manque toujours autant. Voilà, donc je remercie Lucille de m'avoir contactée aujourd'hui, mais si je ne suis pas sûre d'avoir été
très efficace parce que j'ai pas du tout l'habitude de cet engin où je me vois et où ça ne me fait pas. Voilà. Pas de souci. Et pour nous, Voilà. c'était tout naturel de t'inviter. Comme on l'a dit au début, tu es vraiment la maman de l'UFR STAPS. Que tu sois partie ou non, tu resteras toujours dans la structure de l'UFR STAPS, peu importe les années qui passent. Donc voilà, et puis ne t'inquiète pas. De toute façon, écouter tes petites anecdotes, ça vaut mieux que d'avoir une image super nette ou autre. Et puis pour l'instant, tu te débrouilles très très bien. De toute Merci façon, Lucie, c'est vraiment trop gentille. de toute façon, Christiane, on attend ton livre. Hein. Tu avais un projet Ouais, d'écriture. bah oui, c'est vrai, ouais. Bah, je pense que quand je m'y mettrai, ça sera plus efficace que de parler comme ça parce que j'aime mieux Super. écrire que parler. Voilà. Tout à l'heure, Tout le reste était bien intéressant, même si j'étais déjà au courant quand même de Ouais, bah ouais. tout ce qui a été dit, mais ça fait rien. Ça fait merci plaisir, Christiane. C'est un entendre rappel. quand même. Intéressant. Merci Christiane. Du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé du SUAPS qui avait un local ici au sein de l'UFR. Ça fait partie aujourd'hui d'un des acteurs en lien avec l'UFR. Donc, on a aussi des conventions avec des ligues. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces conventions, comment elles ont été amenées, à quoi elles servent, à quoi ça sert d'avoir des conventions avec les différentes ligues? Toujours été une UFR, et parmi les UFR STAPS, on a toujours été une UFR très orientée vers le monde associatif et le monde fédéral. Et donc, on s'est très vite aperçu, et dès la création de la filière entraînement et entraînement management du sport, on s'est aperçu que on avait tout intérêt à passer des conventions avec les fédérations, avec les ligues. D'une part, parce que ça mettait les étudiants au contact du monde sportif local. Mhm. Ça permettait d'ailleurs aux associations locales d'accueillir des étudiants comme stagiaires. Et puis, ça permettait aussi de passer des conventions au niveau de la formation et que les formations fédérales qui nous échappent, eh bien, avec des conventions, un étudiant qui était par exemple optionnaire dans une discipline, en obtenant sa licence, il obtenait aussi souvent une certification fédérale par convention avec la fédération. Et donc ça a toujours été très intéressant et on l'a développé pendant de nombreuses années. J'ai un peu quitté les fers, donc je ne sais plus où on en est maintenant, mais je pense qu'il y a toujours des vestiges. Bien sûr. Ouais. Et du coup, ces formations donc, que les étudiants avaient à la sortie, en plus de la formation, ils faisaient cette formation en parallèle ou c'était en Non, acquisition directement dans les formations? non, c'était pas en parallèle, c'était inclus dans les contenus de formation D'accord. de l'option. D'accord, ok. Voilà. Et quelqu'un qui avait obtenu sa licence entraînement option, voilà, Ouais. voile par exemple, eh bien, obtenait un diplôme fédéral, par exemple le certificat de qualification professionnelle de voile. Très bien, Donc c'est intéressant parce que ça donne une spécialité à l'étudiant. très bien. Nous allons passer également au laboratoire, comme on en a parlé. Moi, je voudrais bien Oui, revenir vas-y, un peu je t'en sur prie, quelques finis. anecdotes. Eh bien, allez-y, écoutez. Non, j'ai pas d'anecdotes marrantes, même peut-être pas marrantes du tout. Mais il y a une chose dont on pourrait parler aussi, c'est notre UFR a toujours été beaucoup orienté sur les sports de pleine nature. Et depuis l'origine, on a toujours organisé de nombreux stages à PPN. Stages de ski, stages de canoë-kayak, de voile, d'escalade, etc. Le etc. VTT. Et c'est vrai que ces stages, on parlait des relations prof-étudiants tout à l'heure, ces stages n'ont fait que renforcer les liens entre les profs et les étudiants optionnaires. Et ça, c'est bien, ça continue. C'est pas toujours facile à organiser, hein, on l'a vu l'année dernière, cette année même, avec le stage de ski. Des fois, ouais.
n'a pas pu avoir lieu 2 fois de suite à cause du Covid, etc. Mais bon, c'est bien si ça reprend et c'est bien si ça continue. Voilà. Et là, je m'arrêterai là-dessus pour les anecdotes, parce que dans les stages, les anecdotes, là, on pourrait en faire un bouquin. Et voilà, pour compléter le livre de Christiane. Et puis peut-être, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais on a certainement fait quelque chose de complètement improbable. Et certainement d'unique en France. Comme partout, hein, parfois on a des collègues qui nous quittent un peu prématurément. Et en 2001, notre collègue Louis Mieuxet nous a quittés. Et Louis Mieuxet était dans une situation particulière sur le plan familial. Très peu de famille. Tu me corriges, hein, François. Et donc, on s'est retrouvé avec un choix à faire. Soit on organisait ses obsèques, soit on ne les organisait pas et il n'avait rien. Et nous, on a choisi d'organiser ses obsèques à l'UFR STAPS. Et les obsèques de Louis Mieuxet se sont déroulées dans l'amphi qui s'appelle maintenant Louis Mieuxet, qui était plein comme un œuf. Et quand on a invité le président de l'université et tout son staff à venir assister aux obsèques de Louis Mieuxet dans l'amphi des STAPS, je peux vous garantir qu'ils se sont demandé si on n'était pas un petit peu pas bien fini. Voilà. Et je pense qu'on est très content d'avoir fait ça, parce que sinon il n'aurait pas eu d'hommage. Voilà. Et on lui a fait un bel hommage. Ouais, Merci. Merci surtout. Ouais. Et puis ça montre bien du coup la solidarité STAPS qu'on met en avant dès la première année. Donc même si c'est un événement assez tragique, finalement, il y a vraiment ces valeurs-là qui sont retransmises au travers des valeurs du sport, qui même à côté de ça, dans la vie personnelle, perdurent. Et ça, c'est vraiment un point aussi à souligner. Voilà. Et écoutez, si c'est tout bon pour vous, on va poursuivre avec la partie sur les laboratoires de recherche. Vous en parliez tout à l'heure. C'est aussi le moyen d'aider les étudiants à continuer leurs études. À l'UFR STAPS, actuellement, on a différents laboratoires. Donc, on a le laboratoire CAPS. On a également tout ce qui est psy de répit et puis le laboratoire Grégo. Donc, ces laboratoires-là, du coup, permettent de travailler sur différentes thématiques, donc sur du management, mais également sur tout ce qui est activité physique adaptée et santé, avec l'étude des neurosciences sur du coup l'activité physique, que ce soit des athlètes blessés ou même des personnes en situation de mobilité réduite. Voilà, il y a même des associations qui sont créées pour permettre d'aider des patients. Et on a aussi tout ce qui est sur la psychologie du sport. Donc voilà, avec des travaux qui ont été mis en lumière il y a quelques années, portés par des chercheurs de notre UFR. Voilà, je ne sais pas si Bernard, vous voulez en dire quelques mots, si vous avez d'autres choses à rajouter dessus, ou si vous avez suivi les grandes évolutions un petit peu des laboratoires pendant votre mandat de présidence. Oui, pendant mon mandat de directeur, on a créé le pendant du laboratoire de sciences de la vie, qui était le premier à être créé, et qui portait à la fois sur la biomécanique et les neurosciences. Il y avait deux volets, on va dire. Et il manquait vraiment un laboratoire de sciences humaines. Et donc, on a poussé. Ça a correspondu à l'arrivée de certains enseignants, comme Marie-Françoise Lacassagne à l'époque, qui était prof d'université. Et voilà, il faut du monde pour prendre en charge un laboratoire et le développer, évidemment. Après, voilà, je ne peux pas en dire plus sur le fonctionnement des laboratoires, quoi. Ça serait au directeur des labos d'en dire un peu plus. Pour illustrer du coup ces différents laboratoires, on va vous passer une petite vidéo. Vous allez peut-être y voir plus clair.
j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pu voir à peu près à quoi correspondait chaque laboratoire. Monsieur Weckerle, vous avez peut-être quelque chose à ajouter Oui, simplement pour vous dire que les labos dans une UFR STAPS, ça tire vers le haut forcément. Ça prône l'excellence, ça prône la recherche, c'est-à-dire que de là partent les thèses, partent les publications. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'efficacité d'une structure universitaire se jauge un petit peu au niveau de ses publications. Et c'est ce qui a permis finalement la présence de ces laboratoires au sein de l'UFR STAPS et leur dynamisme. Aujourd'hui conduisent à classer en numéro 2 l'UFR STAPS de Dijon au classement de Shanghai. Vous savez, c'est le classement international des universités, les facultés des sciences du sport. L'UFR STAPS de Dijon est deuxième au classement. C'est souvent mis en évidence par le président de l'université. Donc voilà, c'est grâce au labo. C'est grâce au labo et à l'excellence de la recherche qui est menée au sein des 3 labos qui sont aujourd'hui présents à l'UFR STAPS. C'est ça, et puis la labellisation du coup INSERM qui a été attribuée montre bien aussi par rapport à toutes celles qui sont attribuées en France que on est quand même assez bien reconnu, parce qu'en discutant avec un des directeurs, il nous a tenu informés que cette labellisation était compliquée à avoir et compliquée aussi à maintenir, et qu'en France on était quand même 2e ou 3e établissement labellisé du coup INSERM, donc ça prouve bien quand même la renommée de l'UFR et des recherches. Oui. Concernant du coup pardon, les laboratoires, on a donc pu voir également dans la vidéo qu'il y avait le CEP. Alors du coup, je vais laisser la parole à mon collègue Thibaut qui va nous rejoindre sur le plateau. Bonjour à tous. Donc oui, au niveau du CEP, donc ça a été créé en 1995 par Gilles Cometti. Donc alors excusez-moi. Donc en 1995 par Gilles Cometti, je disais, et donc il est dédié essentiellement à la performance. Donc que ce soit à l'évaluation des qualités physiques, à la préparation physique, que ce soit dans la formation aussi de la préparation physique, puisqu'il y a le DU-PP que vous avez cité, moi j'en ai fait partie aussi l'année dernière, et franchement c'est super intéressant, c'est vachement enrichissant, et aussi dans le domaine de la recherche. Donc on y retrouve au sein du CEP donc plus de 1500 mètres carrés d'installation, donc c'est vraiment très très grand et de manière très qualitative. Donc on retrouve une salle de musculation avec de nombreuses machines multiformes pour travailler un peu tout, donc que ce soit les membres supérieurs ou inférieurs. Donc ensuite on a une salle technogym donc, qui se compose de 11 machines vraiment spécifiques pour un travail précis. Ensuite on retrouve évidemment les laboratoires, donc le laboratoire de recherche donc, qui a reçu le centre de Cometti a reçu l'agrément de l'ARS, donc de l'Agence régionale de santé, en tant que recherche biomédicale. Donc vraiment, le laboratoire est très poussé. Et intervenez si vous voulez en dire un peu plus. Et donc la recherche se porte autour de l'évaluation de la préparation physique, et avec des outils vraiment de haute technologie comme les ergomètres isocinétiques, l'ergopower, etc. Donc en plus, au sein de l'équipe formatrice, donc la plupart ce sont des chercheurs assez connus dans le milieu, et il y a vraiment de nombreux articles scientifiques qui sont publiés autour de la thématique. Et enfin, depuis 2010, il y a eu un espace récupération qui a été ajouté, donc avec sauna, jacuzzi, et des espaces d'eau glacée. Donc vraiment, on peut voir depuis 95 que ça a été vraiment une grosse évolution au sein du CEP. Donc, Ouais, c'est ça. Pour rebondir un petit peu sur l'histoire des structures au sein de l'UFR STAPS, la création du CEP, c'est 1991. Et un petit peu comme le bâtiment, en fait, le CEP s'est aussi agrandi au rythme de l'agrandissement des bâtiments de l'UFR STAPS. Donc il y a aujourd'hui, bien sûr, l'ancêtre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le CEP1. C'était une salle de musculation avec poids et haltères de manière assez traditionnelle telle qu'on peut imaginer dans une salle d'haltérophilie. C'était des machines très peu complexes. C'était surtout de la fonte. Et puis petit à petit, le CEP2 est venu se surajouter, puis le CEP3.
avec aujourd'hui des outils qui sont à la pointe de la technologie, hein, avec des cellules photovoltaïques, avec des éléments d'entraînement sur les tapis, etc., qui sont tout à fait remarquables. Hein. Et donc, du point de vue des structures, le CEP a grossi et grandi avec les bâtiments de l'UFR STAPS pour accueillir de plus en plus d'athlètes en préparation physique, mais aussi pour accueillir de la formation. Hein, et c'est devenu un centre à la fois de préparation, mais aussi de formation. Voilà. Très bien. Et oui, pour rebondir, moi, j'en ai fait partie du CEP et je peux dire que ouais, vraiment, toute l'équipe est bienveillante autour de nous. Et franchement, tout est très bien encadré, tout est enrichissant et c'est vraiment quelque chose à faire au sein de Dijon. Donc ça prouve aussi que l'UFR STAPS est vraiment, Bien sûr. réputé. Et puis peut-être donner la parole à Bernard, qui connaissait bien le créateur du CEP, pardon. Il faut pas oublier que le CEP est associé au nom de Gilles Cometti. Gilles Cometti a été un des premiers étudiants à avoir un DEA STAPS. Et il était à peu près en même temps que Bernard à cette époque. Si Bernard, tu veux bien dire un mot de Gilles pour l'associer à ce webinaire et puis garder en mémoire l'action de Gilles Cometti au sein du UFR STAPS. Hein. Raconter Gilles Cometti, ça peut être long. En premier lieu, il faisait un excellent café. Voilà, donc ça, c'est déjà... Il était italien. Hein. Italien, et il faisait un excellent café. Donc on allait quand même le voir souvent. Gilles, il avait cette pugnacité qui lui permettait de faire aboutir ses projets. Et il n'hésitait pas à porter les dossiers là où il fallait les porter pour qu'ils aboutissent. Il a eu quelques réunions parfois difficiles avec l'université ou avec des parties de l'université. Enfin voilà. Mais il aboutissait. Et il a développé son projet, et son projet aujourd'hui, il en serait fier parce que c'est quelque chose qui marche vraiment bien et qui est complètement, je dirais, intégré à l'UFR. C'est pas quelque chose qui est à côté. C'est pas, voilà, c'est complètement intégré. Les étudiants y vont. Et ça fait partie de leurs heures de stage, ça fait partie, ils peuvent faire le DU de prépa physique, etc., etc. Et puis, ils ont une belle clientèle aussi, parce qu'ils préparent aussi des athlètes de haut niveau. Et si on en faisait la liste, c'est quand même passionnant. Voilà. Et donc, Gilles Cometti, c'est Gilles Cometti, quoi. C'était Gilles Cometti. Juste une anecdote pour terminer là-dessus, mais quand on rentrait dans son bureau, il avait beaucoup de bureaux, de tables, sur lesquels il y avait beaucoup de papier, de piles de papier, mais des hauteurs impressionnantes, sur plusieurs tables. Et quand on lui demandait quelque chose, il réfléchissait 10 secondes et il allait chercher le papier que vous lui aviez demandé dans un foutoir exceptionnel. Ça veut donc dire qu'il avait ses références par rapport à son non-rangement de travail. C'est une anecdote, hein. Voilà. Mais c'était un grand bosseur. Ça doit être un des premiers enseignants-chercheurs, non? Oui. Ça est un des premiers maîtres de conférences en STAPS. Ça a été le premier, en tout cas à Dijon. À Dijon, oui. Ouais, c'est ça. Et tout le monde en garde un très, très bon souvenir. Très bien. Pour continuer un peu sur le statut de l'excellence, on va partir sur le PEPS. Donc, il existe depuis environ une dizaine d'années. Donc, il est destiné aux étudiants sportifs de haut niveau, donc qui sont listés en équipe de France. Donc, ensuite, ils ont étendu un peu l'accès aux sportifs qui ont une charge d'entraînement qui est assez importante, que ce soit eux aussi qui sont dans les centres de formation, dans les clubs. Et le statut, petit à petit aussi, il a encore été ouvert à l'arbitrage, et notamment à l'arbitrage de haut niveau, donc, qui figure. Il y a plusieurs arbitres tous les ans qui figurent parmi la liste. Au niveau du nombre d'étudiants,
qui correspond à l'université. Donc, il y en a environ 180 en moyenne par an. Et sachant que les STAPSiens, ils représentent environ les 2 tiers. Donc, c'est vraiment une part importante du statut PEPS, les STAPSiens. Donc, il y a beaucoup d'avantages, donc, à savoir que on va aménager la scolarité. Il va y avoir un double cursus qui va s'opérer. Donc, que ce soit universitaire et sportif, donc il va y avoir un suivi tout au long de l'année, que ce soit dans les performances, mais aussi dans la scolarité. Et donc, il y a bon nombre d'étudiants qui figurent d'ailleurs au sein des championnats d'Europe, des championnats du monde. Donc, vraiment, ça représente un peu de ce qu'on dit depuis le départ, l'UFR STAPS de Dijon, quoi. Donc, si vous voulez en rajouter Oui, un petit peu aussi. le PEPS, hein, on peut peut-être, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on peut peut-être revenir sur la signification, hein. Donc, c'est le pôle d'excellence, hein, des pratiques sportives. Donc, le PEPS, il a pour vocation de permettre aux étudiants de mener à bien un double projet, c'est-à-dire un projet qui est à la fois sportif, hein, dans l'excellence sportive, et à la fois un projet qui est universitaire, hein, de se donner un niveau de formation qui permet de préparer l'après sportif, quoi, parce qu'on sait bien que la carrière de sportif de haut niveau ne dure pas toute une vie. Et donc, le projet du PEPS, initialement, il est construit sur cette volonté-là, c'est de permettre d'avoir un double projet et de le mener à bien. On sait que la vie d'un sportif de haut niveau, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que quand il faut faire des études en parallèle, voilà, les journées ne font que 24 heures, la fatigue est là. Et du coup, c'est tout un tas de mesures qui permettent d'accompagner. Alors, bien sûr, on pourrait toujours faire plus, hein, dans l'accompagnement. On réfléchit à des nouvelles mesures d'accompagnement. Ici, la crise du Covid nous a doté aujourd'hui d'outils qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Donc, de ce studio dans lequel on tourne le webinaire aujourd'hui, on s'équipe et on imagine pouvoir accompagner de plus en plus, hein, les étudiants qui sont en incapacité de suivre physiquement les cours au sein des locaux et de leur permettre de réussir leur projet. Sportif, c'est de leur côté, hein, c'est eux qui s'entraînent, mais universitaire, c'est de notre côté. Il faut qu'on leur donne les moyens et les outils de réussir. Voilà. C'est ça. Et puis, du coup, vous parlez du double projet. C'est vrai que vous êtes aussi en lien avec le CREPS, qui est finalement de l'autre côté du pont de l'UFR. C'est vrai que les étudiants, du coup, qui sont au pôle Espoir ou au pôle France, viennent du coup aussi à l'UFR pour poursuivre ce double projet-là, avec des emplois du temps aménagés, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Hein, donc, encore une fois, ici, on mettait en évidence tout à l'heure sur les structures la proximité des installations sportives. On est une UFR qui a une situation unique, hein, puisqu'il suffit de traverser la rocade par la passerelle. Le crêpe, c'est à 500 mètres, même pas, hein, 400 mètres, 300 mètres à C'est ça, vol d'oiseau. Donc ça, c'est encore une fois une chance unique, hein, et c'est peut-être unique en France, hein. Je ne sais pas exactement où sont situés les crêpes dans les autres villes, hein, mais globalement, voilà, ici, on a encore cette proximité géographique qui permet de travailler de concert avec la fédération, anciennement, pardon, le ministère Jeunesse et Sport, hein, pour accueillir les étudiants du CREPS et faire en sorte que les nôtres puissent aussi aller profiter des installations du CREPS. Et du coup, on a une question. Est-ce que le statut PEPS est ouvert à toutes les filières autres que STAPS? Il me semble que vous l'avez un petit peu évoqué. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Alors oui, bien sûr, tout étudiant qui aujourd'hui est en capacité de produire des éléments ou des résultats sportifs qui sont dignes d'intérêt pour intégrer le PEPS, peut intégrer le PEPS, hein. Mais tu l'as précisé tout à l'heure, Thibaut, hein, la plupart des effectifs du PEPS aujourd'hui sont des étudiants de l'UFR STAPS, hein, mais quelques étudiants de médecine, d'autres facultés présentes sur le campus dijonnais intègrent bien sûr tous les ans le PEPS à partir du moment où le résultat sportif le permet. D'accord. Très bien. Alors si parmi le chat ou même Christiane, si tu veux intervenir, si tu as peut-être une petite anecdote sur, par exemple, sur le CEP ou je ne sais quoi, ou si tu veux intervenir ou si tu as une question, n'hésite pas. Même le chat, si vous voulez en rajouter ou poser d'éventuelles questions. Alors moi, je veux bien parler du CEP. Au tout début, quand il a été installé, c'était dans les sous-sols, dans les vides sanitaires, plus exactement. Donc il a fallu déblayer toute la terre qui y était.
Et après, la construction a eu lieu, mais on est sur une nappe phréatique et ça n'a pas été pris en compte lors de la construction. Et la première année, c'était en 76. Non, le premier hiver, où il a beaucoup plu. À l'époque, c'était Hervé Liémans qui était directeur. Et un samedi matin, il y avait 20 cm d'eau dans toute la... J'exagère peut-être 20 cm, mais il y avait beaucoup d'eau dans la grande salle. Et j'ai le souvenir d'Hervé Liémans, que j'avais prévenu, évidemment, et qui est venu. Et on a passé la matinée à éponger pour faire partir l'eau, aspirer, enfin tout nettoyer pour faire partir. Et du coup, le sol était complètement foutu et il a fallu tout refaire. Tout ça parce que Alain avait prévenu qu'on était sur une nappe phréatique dont on ne s'était pas soucié l'année de construction du bâtiment parce que c'était l'année de la sécheresse en 76. Et ben, il a fallu réinstaller une pompe qui aspirait l'eau quand il pleuvait trop. Voilà. Je me suis trompé tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas de piscine sur le campus alors. Mais c'était, oui, voilà, c'était ça la piscine en fait. Bernard Santona, il savait, lui, qu'on était sur une nappe phréatique. Donc la piscine à laquelle il pensait, c'était sans doute celle qui serait. Voilà. Okay. Après, en parlant de piscine, il y en a beaucoup à la construction de l'extension 98 qui pensaient que le labo, ce serait une piscine. Parce que c'était surprenant. Le labo, quand on ouvrait la porte, il y avait cette grande salle qui était bassin, en bas, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Et beaucoup disaient « Ah, mais vous allez avoir une piscine ?» Donc, c'était peut-être ça, en fait, la piscine dont tout le monde parlait. Bien, bah merci beaucoup, Christiane. Alors, Bernard, en filière EMS dans les années 90, est-ce que tu as des choses à dire? Des choses à dire. Oui. Ben, sûrement, il faudrait que je réfléchisse un peu, mais... Petite anecdote, des choses. Ben, l'anecdote, c'est... Non, l'anecdote, c'est l'originalité de cette filière avec à la fois une formation en entraînement et un complément de cette formation en management. Ouais. On s'était aperçu à cette époque-là que pour être professionnalisés correctement, les gens qui sortaient avec un diplôme de chez nous en entraînement, ils avaient des lacunes au niveau de la gestion. Gestion financière, gestion des ressources humaines, voilà. Donc, bien sûr, marketing, communication, etc., tout ça, on avait bien vu qu'il y avait des soucis. Et donc, on avait un peu changé les maquettes et on avait mis du management pas mal dans toutes les années à partir de la licence. D'accord. Voilà. Et ça, c'était la seule filière entraînement en France qui proposait cette formation un peu mixte. Et c'est ce qui a fait sa réputation. Parce qu'on a eu là aussi des étudiants qui sont venus de toute la France, un petit peu pour ça aussi, parce qu'il y avait une double formation en même temps. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est plus ça, quoi. Il y a Jean-Marc Gillet qui voulait intervenir. C'est ça, on te laisse prendre la parole. Vas-y, on te laisse prendre la parole. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. J'espère que Bonsoir. voilà, je marque démarrer une vidéo, c'est que ça va fonctionner. Ça me permet déjà de vous remercier de me donner l'opportunité de discuter, de parler un peu avec tout le monde. Mais surtout, j'ai une certaine émotion parce que je vois Bernard. Donc, effectivement, Bernard, je te salue. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Et puis, Alain Loisel, évidemment, Christiane. Bon, c'est vrai que je suis arrivé dans la fin des années 80 et début des années 90. J'étais lutteur au Krebs, donc avec l'ami Merluchon. Alain, on est à peu près les mêmes promos, à une année près. Et puis, effectivement, moi, j'ai eu la chance, après d'avoir fait le DUAPS de l'époque, d'avoir enchaîné, puisque j'étais responsable des sports de la ville de Chemins-Saint-Sauveur, le fameux DESS, le premier. Je crois même que j'étais le premier à l'avoir obtenu, Bernard. Donc, je tiens à te remercier, puisque j'ai fait à peu près 25 ans de directeur des sports dans différentes collectivités. Aujourd'hui, je suis directeur général de la ville de Digne-les-Bains.
Et je crois qu'effectivement, ce que tu as dit, c'est-à-dire cette alliance entraînement-management à l'époque était certainement un peu précurseur. Et la qualité des intervenants de l'époque, voilà, je peux que simplement vous remercier, l'UFR STAPS de Dijon, et te remercier, Bernard, et tous ceux dont tu as parlé tout à l'heure. Je pense à Louis Miosset, évidemment, à Gilles Cometti, parce que comme j'étais lutteur, forcément, on travaille un peu sur la planification de la force, et d'autres comme Hervé Liémans, François Saguier, etc. Donc, simplement vous dire que je suis un peu l'actualité de l'UFR STAPS de Dijon. J'ai toujours un peu de contact via les réseaux avec des amis, notamment Alain Loisel, et voir le parcours de l'UFR STAPS de Dijon et tout ce qui est proposé aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter et donc vous remercier tous. Voilà. Bah, écoute, on te remercie Jean-Marc, merci d'avoir pris la parole et puis les autres, n'hésitez pas également si vous voulez revenir sur certains points. On a une autre question du coup qui vient d'arriver. Quelle est la place de la CRSU au sein du coup de l'UFR? Donc si jamais vous voulez prendre la parole, François Beccarelli ou même Bernard Manger là-dessus? Bernard, Vas-y, François. si tu veux, ouais. Alors, le CRSU, aujourd'hui, bon, comme l'a dit tout à l'heure Christiane, il a quitté physiquement les locaux de l'UFR STAPS. Il est pas loin. Il a été regroupé à côté de la halle des Sports Co avec le SUAPS dans la maison des sports. Donc, physiquement, il est pas loin. On l'a bien sûr pas oublié. On est toujours en contact avec lui. Alors, le CRSU, il porte le sport à l'université, hein, la FFSU, le jeudi après-midi, la pratique du sport universitaire. Hein, c'est l'occasion ici peut-être de rappeler que on essaye, nous, en tant qu'UFR STAPS, de maintenir la liberté d'enseignement, hein, c'est-à-dire qu'on ne prévoit aucun cours le jeudi après-midi. À discuter avec des collègues d'autres UFR, malheureusement, ce principe ne s'applique pas partout. Hein, et on a ici une grosse difficulté à libérer l'ensemble des étudiants du campus pour venir pratiquer le sport universitaire le jeudi après-midi. Hein, donc voilà, c'est ici aussi une caisse de résonance pour inciter tout le monde à respecter ce temps horaire de pratique du sport universitaire. Hein, et donc la liaison du STAPS avec le sport universitaire, elle est directe et indirecte. Hein. Bien sûr, nous, on fournit avec nos étudiants les effectifs du sport universitaire. L'université ne le fait pas assez par manque par impossibilité des étudiants d'accéder au créneau du sport universitaire le jeudi après-midi. Hein, mais nous, on essaie de le respecter au maximum et nous, on encourage bien sûr par différents moyens la pratique du sport universitaire et par le biais de notre association sportive, hein, de l'UFR STAPS. Hein. Voilà. Donc, rien de particulier à dire, hein, si ce n'est à encourager la pratique du sport universitaire. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire un petit peu sur tout ce qui est pôle excellence au sein de l'UFR ou même de l'université? Que ce soit du coup ici avec nous les intervenants ou même en distanciel avant qu'on conclue cet événement. Alors, les futurs projets de l'UFR, du coup, concernant ce volet-là. Alors, les futurs projets au niveau des structures ou au niveau des formations? Eh bien, de tout, écoutez, on vous écoute. Alors, sur les structures, j'ai pas de scoop, pas de nouveauté à vous donner. Hein. On travaille aujourd'hui au maintien historique des bâtiments. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'Aile 76 va être complètement rénové. On fait perdurer le bon état qu'on a souligné, que Bernard a souligné avec la présence de Christiane à demeure qui habitait ici à l'UFR, prolongée aujourd'hui par Maude. On est dans une université où il n'y a pas de graffiti sur les murs des toilettes, il n'y a pas de graffiti sur les tables. Vous allez dans n'importe quelle université française, voilà, c'est un autre monde. Et donc on essaie de maintenir l'existant, d'améliorer l'existant. Alors, on a des aménagements en interne. Hein, vous avez aujourd'hui la présence de ce studio. Demain, on aura un autre studio autonome où les étudiants pourront organiser des webinaires de manière un peu plus, on va dire, rapide, plus fonctionnelle, hein, sans la présence d'un technicien audio et vidéo. Et donc, on essaye, du point de vue des structures, non pas de construire, mais de développer, d'intégrer, de rénover, hein, pour que la qualité de l'offre reste importante. Aujourd'hui, on a des dalles numériques dans plusieurs salles, on a des salles qui ont des vocations pédagogiques avec des îlots. Bon, on essaie
hein, de travailler un peu sur la qualité de vie étudiante au sein des locaux et la qualité du travail. En termes de formation, là encore une fois, on est parmi les 5 parcours possibles, hein, des études en STAPS en France. Il nous manque un parcours, c'est l'ergonomie du sport. Aujourd'hui, la volonté de développer cette filière n'apparaît pas comme une priorité et n'apparaît surtout pas comme une possibilité pour nous parce qu'on n'a pas les forces vives en termes de postes et de porteurs du projet de développement de cette formation au sein de l'UFR STAPS de Dijon. On est à 4 sur 5. On est en phase de préparation avec le travail là actuel de Michael Campo qui travaille sur la préparation mentale et l'entraînement, on va dire, la partie de développement des équipes de sport collectif. Il y a peut-être un DU qui va se mettre en place suite à ce gros travail de Michael Campo hein, dans les années à venir sur l'organisation collective hein, dans les équipes de sport co. Sinon, le Dust Foot qui vient de démarrer, donc on encourage bien sûr la communication autour de ce Dust Foot hein, qui a rempli ses effectifs de manière très très rapide dès la première année. On connaît l'engouement autour du football, hein. Donc j'espère que ça va se pérenniser et puis bien sûr tous les DU hein, qui s'accompagnent. Bernard est partie prenante du DU de coaching hein, depuis quelques années et il a aucun mal à remplir quoi, hein, les effectifs. Donc voilà, donc en termes de formation, de structure, voilà ce qu'on peut dire sur les futurs projets de l'UFR STAPS. Hein. Donc on sait que les effectifs étudiants vont commencer à se stabiliser, hein, c'est-à-dire que depuis quelques années, on prend 10% par an hein, d'étudiants en plus. Hein, donc ça commence à être... la coquille est presque pleine. Dans les prochaines années, on espère une stabilisation, voire une diminution un petit peu du nombre d'étudiants, hein, ce qui nous permettra d'augmenter un petit peu la qualité de l'insertion et puis du suivi pédagogique hein, des étudiants. Non pas qu'on ne veuille plus d'étudiants, hein, mais on espère un petit peu une régulation du volume pour qu'on puisse travailler dans des conditions de confort maximales. D'accord. Eh bien, écoutez... Après, pour rajouter un petit truc là-dessus, mais on n'est plus dans les mêmes périodes non plus. Faut pas comparer ce que moi j'ai fait quand j'étais directeur à cette époque-là, ce qu'ont fait mes prédécesseurs également. C'était une époque où on arrivait beaucoup plus facilement à développer des projets importants. Et là, aujourd'hui, malheureusement, on est à une époque où les universités ont de plus en plus de problèmes, et y compris des problèmes financiers. Et donc, voilà quoi, hein, il faut continuer aussi à entretenir l'existant. Et donc, créer des nouveaux bâtiments, ils s'en créent encore, hein, mais nous, je pense que c'est pas à l'ordre du jour, quoi. Voilà. Mais c'est aussi, c'est pas une question de manque d'objectifs, c'est une question d'évolution des choses dans la période actuelle. Ouais. Eh ben, nous allons conclure sur ce webinaire. Donc, on a pu voir tout au long de notre webinaire l'évolution de l'UFR STAPS, que ça a bien grandi, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des labos, au niveau de tout ce qu'on peut dire. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Merci à vous. Merci à vous. Christiane, déjà, je tenais à remercier de nous avoir suivis à distance. Je tenais à remercier aussi Bernard et enfin François et puis tous ceux qui nous ont suivis. Et enfin, je tenais à remercier aussi Lucille, Mélanie et puis Stéphane et Florent de nous avoir aidés tout au long de ce webinaire. C'était un plaisir de vous suivre et puis de vous avoir apporté les choses sur l'UFR STAPS et l'évolution. Donc merci à vous et puis bonne fin de journée à tout le monde. C'est ça. Et puis Mélanie, je t'invite à nous rejoindre du coup pour clôturer ce webinaire. Voilà. Merci. Parfait. Et je pense qu'on peut Merci à vous s'applaudir tous. et Merci. puis vous remercier dans le chat. Merci à vous. beaucoup. Bonne soirée. Au Bonne soirée, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.